Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec aujourd'hui Éric Vérag. Bonjour, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. François Coq, enseignant, essayiste. Vous avez publié L'Impératif démocratique. Bonjour. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et nous attendons Hassen Amou, responsable associatif et fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Le retrait de l'âge pivot, qui a gagné? Est-ce que c'est une concession faite par le Premier ministre qui est de nature à apaiser les esprits? Il semblerait que non. La base a l'air de continuer la grève et n'accepte pas les consignes. Donc on va en reparler avec vous. Faut-il rapatrier les djihadistes? C'est en tout cas ce que souhaite Nicole Belloubet. Et puis le Rassemblement national... plutôt bien placé au municipal. On en parle avec vous, 0826 300 300. On va faire le petit tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, François. Oui, moi j'ai un coup de gueule une fois de plus parce que j'ai été choqué ce week-end de découvrir un article dans le journal Le Point, puis celui-ci a ensuite été repris sur la chaîne CNews, qui non seulement salissait la mémoire de Cédric Chouviat, vous savez, ce livreur qui est mort lors d'une intervention policière. C'était un article faux, manipulateur, mensonger, mais surtout au moment, c'est un petit peu l'histoire du sage qui montre la lune, et plutôt que de regarder celle-ci, beaucoup regardent le doigt. Madame, on n'en a pas le droit, devant quelqu'un qui a été assassiné par les forces de police, de venir proférer un mensonge, expliquer. Je peux aller au bout, vous permettez? Allez-y au bout. Expliquer que moi je suis très agressif parce que je suis extrêmement choqué par ce fait-là. Quand on vient dire dans un journal, comme l'a fait ce monsieur Aziz Zemouri, qui est le journaliste qui a publié ce papier, que cet homme n'avait pas de permis à 3 reprises, alors que ce n'est pas l'objet de l'interpellation, puisqu'il roulait sur un véhicule pour lequel il n'y avait pas besoin, pour le coup, d'en avoir. Mais la question n'est pas là. Nous avons face à nous un homme qui est mort lors d'une intervention des forces de police de ce pays, qui utilise une technique qui est sans doute très répréhensible et qui de fait pose des questions et pose des problèmes. Et cela intervient au moment où les forces de l'ordre dans son pays sont en train de franchir un seuil. Je ne suis en total désaccord avec le Premier ministre Édouard Philippe quand il disait hier soir « il faut parfois utiliser la force pour ramener l'ordre ». Parce que ce que nous voyons depuis des mois et depuis maintenant plus d'une année, c'est que ce n'est pas parfois, mais que c'est de manière systématique et donc systémique qu'il y a une utilisation de la violence pour organiser le désordre. Et les conséquences, nous les avons vues jeudi dernier lors de la manifestation, quand pour la première fois dans ce pays, il y a eu un tir à bout portant, fût-ce de LBD, et un gouvernement perd toute légitimité dès lors qu'il fait tirer sur son peuple, ou lorsqu'une intervention de routine comme celle qui a eu lieu avec Cédric Chouviat se transforme et se termine par la mort de celui-ci. Oui, enfin, il y a une enquête qui est en cours pour être un petit peu moins manichéen que vous. Ce que vous reprochez au Point, c'est de salir la mémoire d'un homme. Après, quand vous dites c'est mensonger, on n'en sait rien. Non, l'introduction de l'article est pour expliquer que cet homme n'avait pas de permis, qu'il ne pouvait pas circuler. Oui. Sauf que tout ça est mensonger de manière factuelle, puisqu'il roulait sur un moins de 50 cm3. Maintenant, vous dites assassiné. Assassiné, c'est violent quand même. C'est violent, la mort d'un homme, c'est violent. Alors, est-ce que je peux dire un petit mot? Je voudrais dire d'abord que la première chose, c'est que c'est horrible pour cet homme, qui a des enfants, etc. Même s'il n'en avait pas, c'est horrible d'ailleurs. Mais c'est horrible. Maintenant, c'est une intervention qui s'est très mal passée. Moi, j'en ai assez qu'on salisse aussi la police et la gendarmerie, qui sont confrontés sans arrêt à des violences. Le samedi, c'est épouvantable. Dès qu'ils lèvent le doigt maintenant, on les traite de tous les noms. Les Français sont très contradictoires parce qu'ils veulent absolument de la sécurité. Ils veulent qu'on arrête de casser les vitrines. Moi, je dois dire que cette violence au quotidien qui fait fermer des restaurants, qui met les commerçants dans un stress pas possible, n'est pas tolérable. Et moi, je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de sécurité et que ce soit beaucoup plus répressif que ça ne l'est actuellement. On laisse la violence s'installer partout, l'insécurité règne dans les rues. Donc, en aucun cas, je ne veux excuser cette intervention, j'ai bien lu, il y a une façon de plaquer les gens qui n'est pas acceptée dans notre pays, etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais ce que je n'aime pas du tout, c'est votre généralisation sur la violence de la police. Mais je dis pire, madame, je dis qu'il y a une organisation de la violence qui est un recours systémique à la violence pour créer dans ce pays le désordre depuis
1 an. Je dis que c'est organisé avec la nouvelle doctrine qui est celle de M. Castaner, qui depuis 1 an nous dit non pas je suis devant les forces de ce pays et qui donc logiquement sont des forces républicaines et qui suivent derrière l'impulsion du politique, qui dit et qui l'a dit à plusieurs reprises, je suis derrière vous. Autrement dit, faites ce que vous voulez, je vous couvrirai. Moi, je suis assez Il y a là derrière un la police basculement aussi. de doctrine. Alors, Éric Moi, Verhaeghe. je suis un peu perturbé, je vais vous dire un peu choqué par ce que vous êtes en train de faire, cher ami. Parce que qu'il y ait un sujet sur les violences policières dans les manifestations politiques au sens large, je pense que c'est incontesté aujourd'hui, y compris par le ministère de l'Intérieur, y compris par des syndicats de policiers. Et qu'on dénonce le fait que la seule réponse politique qu'on apporte à une crise politique soit de la répression policière, moi, je l'ai fait de très nombreuses fois à cette antenne, et ça ne me gêne pas. Que maintenant, on récupère politiquement la mort tout à fait malheureuse d'une personne qui, manifestement, a eu des mailles à partir avec la police à titre individuel et sans signification politique, je vais vous dire, ça me choque. Et cette manie qui existe à gauche, notamment à la France insoumise, de mettre l'étiquette LFI partout sur des sujets qui ne la concernent pas, cette façon je ne suis pas LFI, juste je vous le dis. Cette façon de récupérer politiquement des drames individuels, elle est aussi dégueulasse que les articles qui souillent la mémoire des gens. Vous souillez autant la mémoire de cet individu que ceux qui ont écrit un article sur lui. Vous faites une erreur d'analyse complète lorsque vous dites que les interventions de police banales, comme celle-là a été a priori une intervention de police banale, vous faites une erreur d'analyse complète en pensant que la nature de ces interventions aujourd'hui n'a pas de lien avec le climat général qui existe depuis... Non, elle n'a pas de lien. Non, elle n'a pas de lien. Bien évidemment que si la manière dont les forces de l'ordre interviennent aujourd'hui est liée... est lié à un policier est là pour interpeller. Quand il y a un délit ou quand il y a quelque chose. Quand il a besoin. Vous ne croyez pas qu'il y a un usage immodéré de la force dans ce pays depuis maintenant plusieurs mois? Non, mais vous ne pouvez pas. Ce que dit Éric Verhaeghe, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement les manifestations et il y a ce fait divers, ce drame terrible de cet homme qui ne voulait pas être interpellé. Quand on voit la vidéo, il va vers les policiers. Les policiers s'en vont. Il a été très provocateur. Ça justifie en aucun cas sa mort. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un type qu'on a plaqué au sol sauvagement d'un seul coup comme ça. Enfin, on connaît pas l'histoire. Nous avons un désaccord parce que sur ce point-là, je maintiens que ce type d'intervention avec la violence. Vous y étiez. Moi, j'ai vu une interpellation. La violence qu'il y a eu dans cette interpellation n'aurait sans doute pas été la même il y a quelques mois, dès lors que la police n'a pas été placée dans la situation dans laquelle elle est placée aujourd'hui. J'ai vu il y a à peu près, ça devait être il y a 5-6 ans, une interpellation, pas très loin de chez moi, j'habite en banlieue, d'un homme qui ne voulait pas rentrer dans la voiture de police. Les policiers étaient à 3, ils s'accrochaient à la voiture pour rentrer, pour ne pas y rentrer. Donc il y a un moment... Que fait la police? On le laisse sur le bord de la route et on dit non, vous voulez pas, on n'y va pas. Oui, il résiste, donc on ne fait rien. Donc il résiste, donc on fait rien. C'est pas l'ordre républicain. Et donc on maintient une technique comme le plaquage ventral. Là, c'était pas le plaquage ventral. On discute pas de la technique. On devrait, excusez-moi, on devrait. Au rugby, quand il y a des plaquages cathédrales, ça a été interdit parce que c'était dangereux. Cher François, le problème de la violence, de la répression policière ne se limite pas au plaquage ventral. On ne peut pas extrapoler à partir de l'utilisation du plaquage ventral en cas d'interpellation individuelle un sujet plus politique qui est celui de la façon dont on réprime les administrations. Ah d'accord. Mais Christophe Castaner a dit lui-même qu'il allait examiner la technique du plaquage ventral, de savoir si on devait l'interdire ou non. Laissons faire quoi? Les policiers ou les vandales? Et l'usage du LBD pour les tirs à bout portant réglementés. Non, mais Monsieur Castaner va examiner. J'entends ça depuis des mois et des mois. On va réfléchir, on va attendre de voir ce qui se passe. Mais rien ne change. Hier, moi, j'ai regardé le Premier ministre. On lui a passé effectivement la vidéo du croche-pied qui est absolument Quelle blague de passer cette vidéo-là du croche-pied alors qu'il y a des choses tellement plus violentes, tellement plus terribles. Mais on aurait pu montrer aussi à l'inverse, et il y a des vidéos qui circulent et qui sont beaucoup moins commentées, des flics qui sont tabassés, harcelés, qui sont obligés de battre en retrait parce qu'ils sont poursuivis à coups de pavés, de poubelles et de cocktails Molotov. Donc, je défends ni l'un ni l'autre, mais il faut être un peu juste.
D'accord, la manifestation du 9 décembre, je le redis, est une instrumentalisation de la violence. Un certain nombre de techniques policières qui ont été employées ce jour-là visaient à créer, à générer de la violence avec un but politique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la manifestation du 9 décembre, c'est autre chose que l'interpellation houleuse qui a mal tourné sur le pont de l'Alma ou Alexandre III? Non, parce que quand les forces de police sont autorisées à faire un certain nombre de choses depuis plus d'une année dans les manifestations, dès lors qu'elles se retrouvent dans un nombre de situations traditionnelles, elles gardent un certain état d'esprit et qui, effectivement, ce jour-là, a dégénéré. Voilà, et Hassan Amou nous a rejoint. Bonjour. Sophie, un coup de cœur, un coup de gueule? Oui, j'ai été très choquée par ce qu'on laisse faire sur le service public. Dieu sait si je suis une fervente tenante de la liberté d'expression. Et il y a un homme qui se dit un humoriste, David Dotsky, sur le service public et qui... On va alors écouter si vous voulez. Ah volontiers. Non, volontiers, je sais pas. Non, il vaut peut-être mieux pas pour nos auditeurs. D'accord. Et non, c'est mieux. Et il chante Jésus est pédé, pourquoi l'avoir pas enculé? Donc, c'est effectivement, c'est repassé ce matin à 5h, à 6h du matin. Et il a le droit il a le droit de le dire. Pas sur le service public. Il y a un moment où il y a quand même des valeurs, un bon sens, une forme de respect qu'on doit à tout le monde, que ce soit à Mahomet. J'ose pas penser à ce que ce serait si c'était Mahomet. Sur le service public, on n'a pas le droit de parler de Mahomet, puisque on est islamophobe si on le fait. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que là, c'est à égalité. Vraiment, la liberté d'expression me tient à cœur. Mais je suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez pas dire je suis Charlie et accepter qu'il y ait des unes comme ça et dire je suis pour la liberté d'expression et ne pas laisser le faire. Ce qui est plus troublant, c'est effectivement que c'est en général toujours la religion catholique ça c'est une chose, mais je mets même pas ça là. Non, je pense que c'est le service public à part. Le service public, il y a une notion d'exemplarité. Lisez le livre de Frédéric Becbédé. Alors ça me fait penser aussi, alors dans le même genre, le service public nous explique que les Aristochats, c'est un conte, il faut absolument l'interdire parce que c'est un film qui est un film de classe. Que les enfants sont embourgeoisés avec les Aristochats. Donc les bras m'en tombent et je crois que le retour du bon sens et d'une certaine modération est important. Je dis bien sur le service public. Il a le droit de chanter ça, que Jésus est un pédé, qu'il faut l'enculer, qu'il le fasse, très bien. Mais là, il y a des limites. Frédéric Fromet, il s'appelle. Vous êtes trompé de nom. Pardon, c'est Frédéric Fromet. Oui, excusez-moi. Un mot de... Non, mais moi, je crois que... Voilà, tu as dit quelque chose d'important, Valérie, c'est qu'on ne peut pas avoir la liberté d'expression à géométrie variable. Je pense que la liberté d'expression, elle est bonne pour tout le monde. Et inversement, ce que je voulais expliquer aussi, puisque notre ami nous dit, oui, mais les musulmans, je pense pas j'imagine pas ce que cela aurait été si on s'en était pris à Mahomet. Simplement pour vous rappeler, je pense qu'on est sur ces sujets-là. On est largement servi sur la religion musulmane. Il y a souvent des sujets, même il est beaucoup impossible aujourd'hui de dire que Mahomet était un pédé. D'ailleurs, Charlie Hebdo, on ne peut pas dire Mahomet est un pédé, on aurait dû l'enculer. Et c'est bien qu'on ne le dise pas. C'est très bien qu'on ne le dise pas. Mais ce serait un tollé national, alors que Jésus, il n'y a pas de problème. Mais c'est même pas ça que je juge. Vous dites que le service public doit avoir une... on ne peut pas être pour la liberté d'expression et dire qu'il y a des limites. Elle doit être applicable à tous. Je crois qu'on peut... Service public, s'il y a l'exemplarité, parce que sinon il n'y a plus de limite. Lisez le livre de Frédéric Becbédé sur l'humour à tout prix, du service public en particulier. On se retrouve dans un instant, on continue ce tour de table qui est un petit peu plus long que d'habitude, mais passionnant. À tout de suite. Attention, on est reparti, on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi avec vous. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. On continue le tour de table. Hassan Amou, rapidement, moi, c'était un coup de gueule, en fait, qui en est un, et en même temps, même si je salue l'initiative, c'est contre la première dame, Brigitte Macron, qui a repris, en fait, qui donne des cours à des jeunes décrocheurs, qui l'initiative est pour moi à saluer, puisque c'est quand même un investissement, c'est une bonne initiative, et puis ça permet à la première dame de mettre l'accent sur une difficulté. Mais quand on prend un rôle comme celui-ci, en dehors du fait que les premières dames en France ont toujours défendu des causes plus ou moins humanitaires, là, elle va sur un sujet qui, pour moi, me tient à cœur, puisque je me dis, ça concerne quand même les jeunes décrocheurs dans les zones les zones les plus en difficulté. En France,
Et donc son mari est directement aux responsabilités en tant que président de la République, avec le ministre de l'Éducation. Et je pense que c'est un sujet qui mériterait, non pas à ce qu'on y fasse de la communication, mais qu'on y cherche de véritables solutions. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas mis le paquet sur ce genre de difficultés qu'aujourd'hui connaissent nos territoires. Et je suis un peu gêné, en fait, pour elle, qu'elle s'empare d'un sujet comme ça, alors que son mari était aux responsabilités, et que c'est un sujet de société, pour moi, qui mériterait à ce que le ministre de l'Éducation et le gouvernement tout entier s'emparent de la question sans qu'on en fasse un coup de com' au service de la première dame. Est-ce que c'est un coup de com' parce qu'elle adore ça, elle est prof, donc c'est un sujet qui lui tient à cœur. Oui, mais si on veut être utile sur un sujet de société aussi important que celui des décrocheurs scolaires, justement, ça met c'est un titre individuel. Interpeller, oui, mais c'est jamais un titre individuel quand on est la femme du président de la République et qu'on est la première dame. Donc son mari, il est en charge d'eux. Il est président de la République, il y a un gouvernement. Moi, c'est pas méchant, mais j'estime que c'est toujours pareil. C'est beaucoup de communication et jamais trop d'actes. Inversement, moi, je comprends pas très bien qu'elle ait repris les pièges jaunes. Je trouve qu'il y a un côté. Alors là, ça fait vraiment dame d'œuvre. Elle voulait un beau sac à main. Elle se les passe. Je prends les pièges jaunes. Ouais. Non, mais en tout cas, moi, c'était un petit. C'est en tout cas, c'est la lecture que j'en avais de son investissement. Mais il faudrait faire plus, quoi. Il faudrait faire plus, et je pense que c'est pas son. À titre individuel, je trouve ça courageux. Ouais, mais ils sont beaucoup dans la com, quoi. Il faut quand même redire. Oui, ils sont dans la com. Que ceux qui ne veulent pas qu'on s'occupe de la question des décrocheurs scolaires, c'est les enseignants. Hein. Parce que moi, qui ai un peu suivi le sujet de près, chaque fois que je suis allé dans un lycée de banlieue difficile, je me suis aperçu que les enseignants, ils avaient une obsession, c'était surtout de ne pas mettre en place de système qui permettent aux élèves en difficulté de réussir. Et que nous avons, rappelons-le, internationalement, l'école la plus discriminante socialement de tout le monde industrialisé. Parce que nous avons un corps enseignant qui a l'obsession de faire échouer les élèves plutôt que de les faire réussir. Ouais. Non, deux choses. Là, pour la première, je vous invite, en sortant de cette émission, à m'accompagner et à venir dans mon collège de quartier populaire. Et vous allez voir le boulot qu'on fait et ce qu'on fait en plus des cours. Et comme je vais le faire encore cet après-midi, mais comme mes collègues sont en train de le faire ce matin. Donc, ce que vous êtes en train, les généralités que vous êtes en train de faire sur les enseignants, elles sont pas tenables. De la même manière que la généralité que vous venez de dire en disant que l'école française est la plus discriminatoire, c'est faux. Tout en atteste. L'école française est en incapacité aujourd'hui de résoudre l'ensemble des inégalités de la société. Ça, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas l'école française qui, aujourd'hui, est en train d'instituer des inégalités. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qui était dit sur Madame Macron, moi, je fais partie de celles et ceux qui, en républicain, n'en ont pas grand-chose à faire de ce que fait Madame Macron, et je pense qu'elle ne devrait pas faire grand-chose. Voilà. Elle est la femme d'eux, et moi, je ne suis pas pour que la femme d'eux soit tenue de faire quoi que ce soit. Non, mais elle peut le faire si elle a envie. Oui, elle peut le faire ce qu'elle a envie, mais le problème, c'est qu'elle le fait en tant que femme d'eux. Voilà. Et c'est ça qui me pose problème aujourd'hui, et que les conditions ont été créées pour qu'elle le fasse. Oui, mais si elle était femme d'eux, ça aurait moins de portée. Le fait qu'elle soit femme d'eux. Donnez l'exemple, c'est pas mal. Oui, mais justement, est-on sûr, parce que c'était quand même ça la question qui était posée, est-on sûr que ce qu'elle fait en tant que femme d'eux vaut tant le coup que ça, et que c'est aussi efficace que les dispositifs qui sont aujourd'hui en place ou qui sont aujourd'hui travaillés dans les différentes institutions? Non, mais elle va dans le sens de ce qu'il faut faire. Éric Verhaeghe, rapidement, allez, votre coup de gueule. Moi, c'est un coup de cœur, un peu de bienveillance dans cette émission. Oui. Et donc, moi, je trouve que Sud-Ouest, et vous savez que j'adore la presse quotidienne régionale, je la trouve beaucoup plus intéressante que la presse nationale. Et Sud-Ouest a coalisé un certain nombre de titres régionaux pour faire une étude sur les liens entre les laboratoires pharmaceutiques et les centres hospitaliers universitaires, et surtout les praticiens hospitaliers de ces hôpitaux. Et la presse régionale a mis à jour une politique d'influence des labos dans l'hôpital public qui nous rappelle une fois de plus que l'hôpital public garantit de l'égalité face aux méchantes cliniques privées, c'est du blabla. En réalité, l'hôpital public, parce que il se considère comme oint du Seigneur et incarnation du bien sur terre, échappe à tout contrôle et se permet des pratiques de lobbying et d'influence médicale qui ne seraient pas tolérées dans des entreprises privées. Donc j'invite tout le monde à lire ces études. C'est ce qu'on y lit et ce qu'on y découvre est hallucinant. On estime que plus de 200 millions d'euros sont accordés chaque année par les laboratoires pharmaceutiques à des praticiens hospitaliers pour influencer les prescriptions faites au sein de l'hôpital public aux patients.
J'en profite pour évoquer ces 1200 médecins, professeurs, chefs de service qui menacent de démissionner aujourd'hui parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. On parle de l'éducation, mais on parle des hôpitaux. Il y avait un reportage hier sur France 2 qui était absolument saisissant, même si à l'hôpital de Marseille, justement, même si on connaît la situation, qu'on a tous été confrontés à l'hôpital et au manque de moyens, quand on voit que 1200 professeurs et chefs de service sont prêts à démissionner, à dire on ne se consacre plus qu'à nos malades et on laisse tomber tout l'administratif, ça signifie là aussi qu'il y a un gros malaise. Puis ça dure depuis avant la fin, un peu. Bien évidemment, bien et en train de vérité, le pays se réveille après 20 ans d'inaction. Voilà, et puis c'est très inquiétant parce que là, voilà, dont 50 à Marseille qui voudraient démissionner et qui menacent donc de poser leur démission. Aujourd'hui, les coûts budgétaires qui ont été opérés. Attention, mais moi, c'est une question de gestion du personnel et la fonction publique. Pardonnez-moi, mais dans le privé qui a des difficultés, on n'a pas ça. Il y a un truc qui est très clair, c'est que la fonction publique ne sait pas gérer, gérer un hôpital, c'est quand même quelque part une entreprise aussi. Il y a des salariés, il y a l'attribution des budgets, il y a la hiérarchie, et ça. Mais force est de constater que on a voulu faire l'hôpital entreprise et on a échoué. Non, ils sont trop dans le sens d'hôpital entreprise. On a fantasmé. C'est pas pareil. Je suis d'accord. Sauf que ça ne fonctionne pas. Et ce que disaient ces médecins hier, on n'a rien fait de ce qu'il fallait en management. C'est qu'il y a, quand une infirmière est enceinte, ce qui est son droit, évidemment, elle n'est pas remplacée. Que les anesthésistes ne veulent plus venir travailler à l'hôpital public. Donc c'est aussi une question de moyens. C'est pas qu'une question de moyens, je suis d'accord avec toi. C'est aussi une question de moyens. Il y a beaucoup de gâchis quand on fait 3 fois les mêmes examens, parce que je connais bien ce sujet, et on l'a vraiment regardé. Quand on fait faire 3 fois les mêmes examens, si vous saviez les erreurs et le gâchis d'argent qui est là, ça ne suffit pas. Je suis vraiment complètement solidaire des hôpitaux, mais il y a une question de management qui pourrait vraiment combler un énorme déficit. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que le gouvernement nous promet depuis maintenant des mois, depuis l'arrivée, qu'il allait réorganiser l'hôpital, qu'il faisait des promesses que tout allait bien se passer et que maintenant c'était fini avec eux, que les choses... Voilà. Mais c'est toujours la même chose. On est resté sur notre fin en ce qui concerne les hôpitaux et on s'aperçoit que la situation se dégrade de jour en jour. Je suis un peu d'accord. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler évidemment du retrait de l'âge pivot. Est-ce que ça va changer quelque chose au mouvement de grève et à la mobilisation? 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. 38e jour de grève, 40e jour de grève d'ailleurs aujourd'hui, mais au 38e jour de grève contre le projet de réforme, Édouard Philippe a annoncé le retrait provisoire de sa proposition visant à instaurer un âge pivot à 64 ans. On sait bien que le provisoire en politique, c'est en général du définitif. Pour une partie des observateurs, c'est une reculade de l'exécutif. Pour d'autres, ça pourrait être une ruse pour affaiblir les syndicats. L'intersyndicale appelle tout de même à des actions du 14 au 16 janvier sans la CFDT, et le gouvernement maintient malgré tout l'envoi du texte à l'Assemblée nationale. Alors déjà, on a envie de dire un petit peu tout ça pour ça, tout ce temps perdu pendant tant de mois pour en arriver là. Et est-ce que ça va faire changer les choses? François Coq, vous qui êtes assez proche... des syndicats. Je ne suis pas militant, je fais de l'analyse politique et je constate que le dialogue social aujourd'hui dans ce pays... Je constate que le dialogue social dans ce pays, pour reprendre et pour paraphraser M. Macron qui le disait à propos de l'OTAN, le dialogue social dans ce pays est en état de mort cérébrale. Voilà, tout simplement parce que... Oui, parce qu'ils ne sont pas représentatifs, ils ne représentent rien, ils ne tiennent pas leurs troupes. Alors, laissez terminer François. Tout simplement parce que un certain nombre de propositions avaient été mises sur la table avant le 5 décembre, parmi lesquelles ne figurait pas l'âge pivot. Je vous le rappelle, qui a été introduit de manière formelle par le Premier ministre lors de sa conférence de presse du 9 décembre. Et comme par hasard, c'est cet âge pivot aujourd'hui qui est provisoirement retiré, quand bien même il resterait un âge d'équilibre, nous dit le Premier ministre, âge d'équilibre qui de fait va surtout être un âge couperet. Donc on voit bien que l'ensemble de la discussion qui a eu lieu, ou plutôt qui n'a pas eu lieu, comme l'ont avoué tous celles et tous ceux qui ont été aux côtés de M. Delevoye pendant 2 ans, n'a servi d'une certaine façon à rien. Nous n'avons pas avancé d'un iota, et surtout, aujourd'hui, chacun se rend compte qu'il y avait énormément de cinéma, que c'était un tango à 2 avec Belleville qui a été organisé par Édouard Philippe avec la CFDT, et que les Français ont été pris pour des imbéciles puisqu'on leur fait avaler in extenso ce qu'il y avait dans leur réforme dès le départ, à savoir la structure de la réforme par points. Donc là, vous dites la même chose que Marine Le Pen. En fait, elle dit ça depuis elle dit que c'est une ruse pour faire adopter la réforme.
Ah, mais moi, je le lis depuis très longtemps et que Marine Le Pen le dit, c'est son problème, mais je ne vois pas le rapport qu'il y a entre Marine Le Pen et moi. Alors, c'est que pas. Non, mais je vous dis que la même chose. Non, mais je dis que c'est ce qu'elle dit, elle, depuis le départ, que c'est une ruse, Mais est-ce que le front syndical va se fissurer et est-ce que la base va suivre Alors, je répète ce que j'ai dit de façon beaucoup plus argumentée. Le problème, c'est que nous avons des syndicats qui sont très faibles et peu représentatifs. Et je trouve que c'est très grave. Mon mouvement patronal éthique a même proposé qu'on rende la syndicalisation obligatoire en changeant les règles et en laissant d'autres syndicats émerger. On ne s'en sortira pas autrement. Donc le dialogue social est à l'image de ces syndicats qui essaient de se refaire une santé, de satisfaire leur base aussi. Donc comment faire ? Et à quoi ça sert tellement de négocier avec eux ? Ils ne tiennent pas leurs troupes. Je l'ai dit d'ailleurs à l'UNSA, qu'il a avoué un peu, quand ils disent on va faire une trêve, ok, s'il y a telle et telle chose, quand ils disent on est très satisfait, la CFDT, et que rien ne bouge parce que la CFDT explique oui mais notre branche quand même dans les transports elle n'est pas d'accord avec nous. Je veux dire c'est complètement fou. Donc moi ça m'inquiète énormément parce que pour l'instant on a un pays qui est survolté. Avec une promesse. Alors, est-ce que vous appelez ça une ruse ? La question, est-ce que c'est une ruse ? On peut dire que c'est une espèce de diplomatie qui essaie de dire comment est-ce que je peux faire passer... C'est un peu du marchand de tapis, c'est-à-dire je demande plus pour avoir moins. Un peu, peut-être. Peut-être, mais comment on fait ? Vous aurez constaté que la même ruse est aujourd'hui en train d'apparaître. Nous avons eu hier une indiscrétion, paraît-il, dans le journal du dimanche, comme quoi il aurait été évoqué lors d'un dîner à l'Élysée, le fait que le gouvernement envisagerait peut-être d'avoir recours au 49.3. C'est le même type de ruse qui est mis en place. Parce qu'on nous dira demain, le gouvernement n'agira pas par 49.3 sur ce sujet, mais on nous dira, vous voyez, la raison l'a emporté, nous n'utilisons pas le 49.3, contentez-vous du fait que nous allons faire passer cette réforme par le biais d'un Parlement aux ordres, qui est celui qui est l'émanation de M. Macron. Pourquoi ils ne font pas le 49.3 ? Ça ne peut pas être pire pour l'instant. Je voudrais saluer tous les Parisiens exténués, désespérés, qui vont à leur boulot, qui sont remarquables. La région parisienne est quand même très touchée. Sophie, dans ce cas-là, la responsabilité, elle est partagée, elle n'est pas que du fait des syndicats, que les franciliens sont, ou plus généralement les Français sont pénalisés dans leur déplacement, dans leur manière de... Je pense que la responsabilité est justement partagée et que ce gouvernement quand même a pris la responsabilité après quelques mois des Gilets jaunes de tenir des propos jusqu'au boutiste sur la réforme des retraites, en prenant hautement symboliquement un mec qui a été Jean-Paul Delevoye, qui cumulait lui une retraite extrêmement bien confortable et qui était de la provocation par médias interposés jusqu'au bout des membres du gouvernement en disant on ne lâchera rien. C'est pas une position à tenir après un an de Gilets jaunes avec tout ce que cela comporte. Donc je pense que la responsabilité elle est d'abord partagée. Ensuite, il y a tous les régimes spéciaux qu'on nous avait promis d'abolir et qui pour certains aujourd'hui, une certaine partie de la France, moi j'en discute avec certaines personnes, me disent mais ça c'est bien parce que les cheminots, les machins, les ci et ça, et on a commencé à pointer du doigt les uns les autres et la presse a jeté, si je puis dire, en pâture les avantages des uns et des autres pour aussi instaurer un climat en disant mais c'est des cachés, c'est des planqués, c'est des profiteurs, c'est des ci, c'est des là. Donc il y a aussi un peu cette tension-là. Et en ce qui concerne les syndicats, selon moi, les syndicats, tu as raison de dire qu'ils étaient extrêmement affaiblis, dépassés par ce qui se passait avec les Gilets jaunes. On voulait plus d'interlocuteurs, c'était plus véritablement des interlocuteurs. Mais moi je trouve que faut pas que le gouvernement non plus arrive uniquement sur l'âge pivot. Il faudrait qu'ils essaient un peu de prendre l'ensemble des revendications et de faire une vraie négociation. J'ai l'impression, moi, un peu, et le sentiment que j'ai de l'interview du Premier ministre, c'est effectivement la tentation et l'envie d'affaiblir. Et j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés, les élites sont déconnectées des réalités, parce que là où tu as extrêmement raison, c'est que les entreprises qui aujourd'hui ont été victimes en décembre des blocages, les salariés qui n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail, eux ont souffert de cette situation. Et j'ai l'impression que, certes, c'était pas un scandale que certains ministres partaient en vacances, que ce soit au Maroc ou ailleurs, mais la situation, elle était catastrophique en France. Alors c'est vrai. Peut-être qu'on peut écouter Éric Verhaeghe sur ce qui s'est passé. Moi, on parlait tout à l'heure, on comparait gestion privée et gestion publique. C'était évident depuis plusieurs semaines qu'il n'y avait pas de majorité en France pour un régime unique de retraite. Et c'est quand même le sujet de fond. C'est qu'en réalité, il n'y a pas d'unanimité en France pour créer un régime unique de retraite. C'est un fait historique. Et le gouvernement s'est cramponné à son idée comme si elle était bonne par principe. Dans une entreprise, un DRH et un patron qui auraient été confrontés à autant de résistance auraient dit « les salariés ne sont pas prêts à entendre ».
Et si on fait passer la mesure, on va s'essuyer une grève très dure et c'est pas bon pour l'entreprise. Et dans une gestion privée, un patron responsable aurait dit « J'attends d'avoir un meilleur consensus. Je n'ai pas assez travaillé au corps de mes salariés pour qu'ils admettent mes objectifs, mon projet. » Et ce qu'on peut reprocher quand même à ce gouvernement, c'est d'avoir, d'une façon ou d'une autre, fait la sourde oreille à tous les signaux qui étaient envoyés depuis longtemps. Le pays. C'est vrai. Non mais moi, Sophie, je regrette. Moi, je pense que la vraie bonne réforme, c'était pas de supprimer les régimes spéciaux, c'était de les ouvrir. C'était de permettre à chaque Français d'adhérer au régime SNCF beaucoup plus que de le supprimer. Et je pense que cette logique, elle aurait été, bien entendu, en disant financièrement le régime doit être équilibré. Donc si des gens veulent partir à 52 ans à la retraite, ils payeront. Là, on aurait eu une réforme qui, à mon avis, était politiquement tenable. Là, on fait une réforme étatiste qui est une espèce de tirage au forceps qui ne peut pas marcher, qui ne marchera de toute façon pas. François Coq. Si vous le permettez, je vais au bout de votre propos. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais dans ce cas-là, il faut s'interroger pourquoi est-ce que M. Macron, qui n'est a priori pas un imbécile, passe en force de la sorte? Pourquoi est-ce que justement il va au bout, il ne fait pas ce que vous venez de dire? Un patron aurait, lui, pris en compte l'ensemble de la situation matérielle et concrète qu'il a sous les yeux. Et donc on doit se demander si M. Macron ne cherche pas, dans ce mouvement social, face à ce mouvement populaire, à obtenir une victoire symbolique pour défaire justement les corps intermédiaires. C'est ça la question qui est... Je pense que c'est beaucoup moins machiavélique que ça. Qui est aujourd'hui posée. Mais est-ce que les corps intermédiaires sont dangereux? En quoi les corps intermédiaires sont dangereux pour lui? Pourquoi il chercherait à les détruire? C'est pas tant les corps intermédiaires qu'il essaye de détruire que la force populaire qui s'est levée depuis plus d'1 an avec le mouvement des Gilets jaunes et l'aspiration démocratique qui est renée à ce moment-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu M. Macron essayer de réhabiliter les centrales syndicales à partir du 5 décembre. Souvenez-vous, le soir du 5 décembre, M. Macron et M. Philippe sont sortis pour dire regardez, au moins quand il y a les centrales syndicales qui organisent les manifestations, tout se passe bien, ce sont des gens avec qui on peut dialoguer, parce qu'ils savent que les centrales syndicales en tant que telles ne représentent pas un danger et qu'ils arriveront à passer en force par-dessus eux. Par contre, dès lors qu'ils sont confrontés à la masse des gens qui, eux, ne sont pas prêts à se ranger aujourd'hui, on le voit derrière les consignes des centrales syndicales, eh bien le gouvernement est fort dépourvu. Nos auditeurs sont là, 0826 300 300. Gérard est en ligne avec nous. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. On vous écoute. Simplement, moi, je voudrais déjà parler de cette fameuse retraite là qui va être demain soi-disant appliquée, avec comme exemple qu'aucune retraite ne sera inférieure à 1 000 €. Oui. Alors, la question que je pose, dans le cas où le conjoint gagne 1 400 € et que moi je gagne 700, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à nous deux, ça fait 2 100. Vous comprenez? Parce que déjà, la dernière fois, lorsque M. Macron avait annoncé qu'il y avait des augmentations de taxes et tutti quanti au-dessus de 2 000 € par mois, c'était 2 000 € de revenus familial. Vous comprenez? Alors, il faut qu'ils expliquent leur retraite. Et puis enfin, je viens d'entendre là, par vos interlocuteurs, là, encore le terme des élites. Mais il faut qu'on arrête d'utiliser ce terme. Oui. Hein, les élites, les 3/4, ils sont élites parce qu'il y a eu papa et maman. Vous comprenez? Moi, j'en ai assez d'entendre les élites. Quand on voit qu'il y a des gens qui ont plus de 65 ans, comme M. Delevoye, là, ou je sais pas quoi, là, qui donnaient des leçons de morale, hein, c'est scabreux. C'est scabreux. Et puis le gars qui le remplace, là, qui a mis l'inspecteur du travail pour une dame qui a donné un pain au chocolat. Non mais, moi j'ai presque honte d'être français. Encore un pain au chocolat, ça fait... Qu'est-ce qu'on a contre les pains au chocolat en France? Non, c'était... Oui. Mais, mais on entend ce que vous dites, et puis ça renvoie au débat qu'on avait avant sur les élus, la retraite des sénateurs, etc., etc. Merci Gérard. On a Xavier qui voulait réagir aussi. Xavier. Mais alors, il a posé une question, effectivement, avant de prendre Xavier. Ça veut dire quoi, 1 000 € pour tout le monde? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de retraites qui sont inférieures à 1 000 €. Ouais, c'est un minimum. Un minimum. C'est comme un revenu minimum. Pas plus par ménage. Voilà, je pense en effet que la question c'est par ménage. Aujourd'hui, c'est par ménage ou par personne? Par personne. Aujourd'hui, moi j'ai compris. La notion de ménage, c'est quand même grave. On en est quand même. Moi j'ai compris que la retraite minimum du Fonds de solidarité vieillesse, la retraite FSV, comme on dit, elle serait portée à 1 000 € au lieu de 750, 800 aujourd'hui. J'ai compris que ce serait ça. Exactement. Et si le conjoint a des revenus, donc ça baisse. C'est-à-dire que c'est ce qu'il est en train de dire. C'est la logique. C'est un minimum. C'est un minimum, ça ne veut pas dire que c'est un maximum. Non, mais en revanche, l'État ne mettra d'allocation
pour combler le vide que pour porter le revenu à hauteur de... On aurait un ménage qui a 800 € de retraite, il serait je crois porté qu'à 2, c'est 1400, quelque chose. Il faudrait regarder les règles. Le droit s'attache, lui, à l'individu. Oui, à l'individu, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas très grand. Alors, Xavier est en ligne avec nous. Bonjour, Xavier. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, ce que je voudrais dire, comme Madame Le Pen, c'est pas une ruse, c'est de l'enfumage. Ce que je comprends pas, c'est qu'un syndicat qui se dit réformiste ce soir que goûter sur l'âge pivot, alors que c'est pas ça le plus important. Puisque juste, j'ai refait mes calculs. Quand on est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années, j'ai refait mes calculs puisque j'ai la liste des 25 meilleures années, je l'ai fait avec les 10 meilleures années, et bien il y a une différence de 20%. Alors si on passe à l'ensemble de la carrière, sur 42 ou 43 ans, ça serait une baisse de combien ? 30% en moyenne. 30% en moyenne ? Oui. Et ben on a déjà mathématiquement, ça fera ça. D'accord, mais on a déjà eu 20% de moins quand on est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Oui. Alors 20 et 30, ça fait 50%. Oui, mais en même temps, excusez-moi, j'interviens. Oui, allez-y. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que comme l'espérance de vie augmente, la charge des retraites augmente mécaniquement avec l'espérance de vie. Donc, ce qu'il ne faut pas seulement calculer, c'est le revenu mensuel que vous avez. C'est combien de retraites on va vous verser jusqu'à votre mort. Et ce volume-là, vous apercevez que pour un seul individu, sur la durée de versement de la retraite, ça augmente même si on diminue le taux de remplacement, comme on dit. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas savoir combien vous aurez à la retraite. Vous savez quelle est la valeur du point aujourd'hui, mais vous ne savrez pas la valeur. Ils ont garanti la valeur du point à l'achat, ils n'ont pas garanti la valeur du point. Vous ne savez pas combien vous aurez à l'arrivée. Je vous invite à lire. Je vous invite à lire l'article de Romary Gaudin qui vient d'être publié dans Mediapart, qui a été voir déjà, on a une bonne source. Allez-y, laissez-les terminer. Ce qui se passe en Allemagne, où la retraite par points a été mise en place et qui donne à voir que le taux et le nombre de retraités pauvres atteint aujourd'hui en Allemagne 19% depuis cette réforme, en augmentation de près de 5 points depuis qu'elle a été mise en place, quand en France, le taux de retraités pauvres est beaucoup trop important, mais il n'est jamais que de chômage. On a la meilleure retraite du monde. Est-ce qu'on peut le dire quand même qu'on a la retraite la plus élevée du monde ? Oui, mais au prix d'un chômage massif. En tout cas, il y a quand même un élément qu'il faudrait avoir en tête. Là, on discute du retrait de l'âge pivot, du retrait provisoire de l'âge pivot. Mais l'âge pivot, l'introduction de l'âge pivot est liée à quoi ? Un âge d'équilibre. Est liée à la question du financement des retraites. Exactement. Y a-t-il réellement, oui ou non, un problème de financement des retraites ? Le président de la République, il coûte trop cher. Et le président de la République, lors de sa campagne de 2017, disait explicitement, texto, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème de financement des retraites. Les données du Conseil d'orientation des retraites donnent des évaluations entre 7 et 17 milliards d'euros. Vous voyez quand même la différence. Et il y a un certain nombre d'éléments, par exemple la caisse d'amortissement pour le déficit de la sécurité sociale, qui arrivera à terme en 2024, qui génère tous les ans 24 milliards d'euros. Qu'est-ce qui va devenir de cet argent ? Est-ce qu'il ne pourrait pas servir à ce déséquilibre ponctuel ? Parce que je rappelle qu'on parle d'un déséquilibre de court terme, mais que la pyramide des âges fait qu'il n'y aura pas de déficit de long terme. La France est atrocement endettée. On est le pays où on parle plutôt à la retraite et on a les retraités les plus riches. On ne peut pas tenir ce rythme-là. Oui, mais allons chercher l'argent ailleurs. Le prix, c'est le chômage. Oui, mais le prix, c'est le chômage. Merci Valérie, vous nous éclairez. Allons chercher l'argent ailleurs. Oui, on vous laisse partir chercher l'argent. Non, mais le avec prix, un détecteur de métaux. Des retraites des retraites de bon niveau, c'est le prix à payer, c'est du chômage de masse. Voilà. Ouais. C'est comme ça, parce que les cotisations sont tellement élevées que à un moment donné. Et on ne peut pas parce qu'il y aurait moins de chômage, les cotisations permettraient justement d'assurer une bonne réforme. Mais parce qu'il faut baisser les cotisations. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. Faut-il rapatrier les djihadistes français actuellement détenus en Syrie ? 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. C'est André Berkoff qui sera là ensuite. La France va-t-elle rapatrier les djihadistes français actuellement détenus par les Kurdes en Syrie ? Le Quai d'Orsay estime qu'ils doivent être jugés sur place. La garde des Sceaux, elle s'est dite en faveur d'un retour en France. Elle dit que l'idée d'un tribunal européen en Irak pour les juger n'est pas d'actualité parce qu'il y a des troupes, parce que c'est compliqué et c'est des propos qui vont à rebours de la position maintes fois affirmée par l'exécutif. Donc, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut les rapatrier ? Il y a à peu près 200 adultes, 300 enfants qui sont aux mains des Kurdes. Évidemment, on ne va pas juger les enfants.
Et on rappelle quand même que 450 djihadistes ou radicalisés ont été condamnés pour avoir combattu en Irak ou en Syrie ou pour avoir projeté d'y aller pour apologie du terrorisme. Le problème, c'est pas de les réintégrer, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Oui. Non, moi je pense que de toute façon il faut leur offrir l'opportunité de venir s'expliquer ici, à la fois pour nos services de renseignement, à la fois aussi pour leur montrer que voilà, la France est un pays qui elle voilà, a une justice équitable, on leur offre la possibilité de venir s'expliquer, etc. Et en plus, il y a un sujet qui est extrêmement important, vous l'avez dit dans votre sujet, c'est les enfants. Est-ce que parce que les enfants, on peut pas les laisser dans cette situation. Il faut qu'ils reviennent. Les enfants, ils sont pas coupables de l'acte de leurs parents, quoi. Ils ont été embrigadés dans un truc. Mais est-ce qu'il faut les séparer de leurs parents ? Est-ce qu'on les sépare de leurs parents ? C'est la grosse difficulté. C'est la grosse difficulté. C'est est-ce qu'on arrache ces enfants-là à leurs parents et on les fait venir en France ? Mais moi, j'estime sincèrement qu'aujourd'hui, voilà, je suis contre ce discours en fait de la cruauté qui explique que il faut être pire que l'État islamique, il faut, comme ces gens-là ont tenté de faire du mal, etc. Du mal, hein. Non, mais comme ils ont tenté, non, parce qu'on sait ce que c'est la justice. Mais vous banalisez l'État islamique, c'est très choquant. Non, mais on sait ce que c'est la justice dans ces pays. Ils ont aucune chance de s'en sortir. Il n'y a pas de justice. Mais pourquoi ils y sont allés ? Eux aussi savaient ce que c'était la justice. Si on leur donne pas l'occasion de s'en expliquer, on ne le saura jamais. Non, mais un jour, il faut assumer ses actes. Oui. Non, mais ils ont commis des crimes à l'étranger parce qu'ils sont pas jugés à l'étranger. Moi, je sais pourquoi, enfin on sait tous pourquoi le gouvernement ne voulait pas les rapatrier. C'est qu'en effet, les avoir en France, ça va nous obliger à poser la question de la loyauté des musulmans vis-à-vis de la République. Et que c'est une question explosive que tout le monde a du mal à aborder et sur laquelle on va devoir jeter les masques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas, tout le monde le sait, éternellement avoir une communauté musulmane qui ne prend pas clairement position pour les valeurs républicaines. Et cette espèce d'entre-deux, oui, mais non, mais faut pas... Mais arrêtez de dire... Ça ne sera mais pourquoi est-ce que vous faites... Le problème, c'est que depuis le début, là, vous faites des généralités. La communauté musulmane en France, je suis désolé, que cela vous plaise ou non, est extrêmement se plie aux règles de la République, aux lois de la République. Mais vous êtes dans quel monde ? Vous connaissez mal les lois de la République. Il y a juste un chiffre qu'il faudrait dire, c'est que quand on a interrogé la communauté musulmane, elle a dit qu'elle était d'abord musulmane avant d'être française, à majorité. Donc c'est un choix que je respecte tout à fait. Sauf qu'on j'aimerais bien qu'on ait ces chiffres. Parce qu'on sait toujours. Ils sont publiés par Hakim El Karoui dans un rapport Le sujet, moi, qui m'inquiète, c'est pas tellement ça. J'ai pas peur des réactions de la communauté musulmane. Nous sommes incapables, après avoir jugé des criminels de ce type, de savoir quoi en faire. Si on les met dans les prisons, c'est une contagion. Et donc, je pense qu'on ne va pas les libérer quand on va les avoir jugés, il me semble. C'est le djihadiste qui revient en France. Ça, Sophie, ce discours-là, moi je l'entends. J'y souscris. Il y a une vraie problématique de leur prise en charge. Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a les structures pour les accueillir ? Est-ce qu'on peut, voilà, machin, etc. Mais le truc qui consiste à dire, mais vous savez, les musulmans en France, de manière générale, on ne sait pas trop ce qui... C'est pas comme ça qu'on va réussir à régler ces problèmes-là. Moi, je ce genre de discours, il n'est pas audible, quoi. Faut arrêter de... On les laisse où ils sont. Quant aux enfants, ils les ont emmenés, leurs enfants, et les enfants sont avec leurs parents. Si on réfléchit, c'est très difficile, hein, j'ai pas d'opinion tranchée parce que je trouve que séparer un enfant de sa mère, ça me rend malade. C'est vraiment vivre dans ces conditions-là n'est pas humain non plus. Et c'est pour ça que ce sujet-là, ce qui est très compliqué, c'est que nous sommes des chroniqueurs j'ai envie de dire d'occasion, mais il y a de vrais professionnels pour lesquels c'est leur travail, les services de renseignement, les services. Ça n'empêche pas qu'il y a un problème moral que nous sommes à même de juger. On est à même de juger, mais on n'est pas les tenants et les aboutissants, parce que si on rentre dans le détail de ce qui s'est passé, qui est-ce qui a posé quoi comme acte ? Sur la base de quoi sont-ils allés là-bas ? Sur la base de quoi certaines femmes sont allées là-bas sur place ? Non, mais ni moi, ni toi, Sophie, avons la réponse. Donc, faire des généralités pour moi, de la même manière que continuer... Alors, on nous pose une question, est-ce qu'ils doivent rentrer dans mon pays ? De la même manière que propager des idées généralistes qui consistent à faire un paquet comme ça et le balancer à l'antenne... Mais c'est pas un paquet, non, mais comme ça, on se débarrasse... Non, je ne parle pas que des djihadistes. Je parle de la vie des musulmans et de la manière générale. Non, mais c'est pas le sujet. Non, mais attends, c'est pas faire honneur à ce que moi je suis, à ce que je... Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Combien est-ce qu'il va falloir qu'on soit, nous, pour que des personnes daignent reconnaître qu'une majorité de musulmans sont extrêmement bien intégrés, sont en cohésion avec les valeurs de la République. Moi, j'estime que je ne peux pas écouter ce discours-là qui fait des généralités et qui cause une non-réconciliation, ou en tout cas un fossé. Non, mais je suis d'accord, c'est pas le sujet, je suis entièrement d'accord. François Coq, donc discours différent de celui de la ministre de la Justice. Moi, d'abord, je ne suis pas d'accord, effectivement, pour dire que la question qui est posée par cette question, c'est celle de savoir si les musulmans se plient aux valeurs de la République. C'est la question de savoir si
la frange radicalisée des musulmans qui relève de l'islam politique, effectivement, 30%. elle, absolument. Si celle-ci doit et peut être mise dans la main de la République. C'est pas la question des musulmans en général. Après, sur la question qui est posée par Valérie, moi je crois que les choses sont simples et doivent être de principe. Moi je suis de celles et ceux qui pensent que les gens doivent être jugés là où ils ont commis les actes. Par contre, il y a une exception à ça, qui est que dans les pays où il est pratiqué la peine de mort, dans ce cas-là, nous rapatrions nos ressortissants pour les juger par nous-mêmes. Après, l'autre question, qui est une question infiniment difficile à juger et pour laquelle je pense qu'il faut vraiment faire du cas par cas, c'est la question des enfants. Voilà, parce que cette question-là, elle dépend, elle relève de situations qui sont tout aussi différentes les unes que les autres. Par contre, là-dessus, ok, je suis d'accord sur tout, sauf que alors là, franchement, je vois pas pourquoi on ferait une exception, on rapatrierait des djihadistes criminels sous prétexte qu'il y a la peine de mort parce que nous, quand même, on a un certain nombre de valeurs, parce qu'on est le pays des droits de l'homme. Alors je dis pas que ça excuse tout. Mais Sophie, ça excuse pas tout. Mais je veux dire, la haine par la haine, on gagnera jamais cette guerre. Hein. Si on continue à avoir, c'est pour ça que moi, c'est ce la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait les faisant revenir. C'est la question. Non, mais moi là où je suis d'accord, et je trouve que son discours il est très équilibré. Que certains pays souhaitent juger ces personnes-là sous peut-être avec un regard européen, c'est-à-dire avec des gens qui se préoccupent un peu de leur situation, ça me semble pas anormal. Mais que des pays qui pratiquent la peine de mort, la torture ou je ne sais quoi, on puisse quand même, la France puisse avoir son mot à dire. Je trouve qu'il n'est pas anormal que la France s'intéresse au devenir de ses ressortissants. Surtout qu'on ne sait pas quel est leur niveau d'investissement. Je le dis encore, il y a des informations qui nous échappent à l'heure où on parle. Merci à tous les quatre. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là. À demain.